Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour un nouveau JT sur Monaco Info. Au sommaire, aujourd'hui, c'est un sujet qui fait parler en ce moment, les chantiers en principauté. Une cellule d'information cadre de vie et urbanisation en ville a été créée par le gouvernement princier pour répondre à toutes les inquiétudes des résidents. Nous entendrons le point de vue du Conseil national ce soir avec Pierre Bardy. Puis nous parlerons football alors que l'AS Monaco va clôturer son stage en Pologne. Coup de projecteur sur les jeunes joueurs monégasques. Le club de la Principauté figure dans le top 5 des centres de formation en France. Alors comment conserver cette excellence? Quel est l'objectif du club dans ce domaine? Le directeur de l'académie Bertrand Roseau répondra à toutes nos questions. Dans ce journal également, nous ferons un premier bilan de la fréquentation touristique en ce dernier jour du mois de juillet et vous en saurez plus sur la restauration d'œuvres à la cathédrale de Monaco. Mais avant cela, le point sur l'info avec Frédéric Elion. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. On débute ce point info par un rappel concernant la CARE. Nous vous en avons déjà parlé sur Monaco Info. Les entreprises fortement impactées par la crise sanitaire peuvent soumettre leurs difficultés à l'examen de la commission d'accompagnement de la relance économique. La CARE a pour objectif d'offrir un accompagnement ciblé aux entreprises éligibles. Il faut par exemple pouvoir démontrer que l'activité est fortement et durablement impactée par les conséquences de la crise du Covid-19 ou encore avoir subi au moins 50% de baisse du chiffre d'affaires hors taxe au 30 juin par rapport à l'année dernière. Un délai supplémentaire a été accordé. Vous avez jusqu'au 7 août inclus pour envoyer votre dossier. Toutes les informations sont à retrouver sur le site servicepublicentreprise.gouv.mc dans l'onglet Covid-19. Un mot de santé, la Principauté suit de très près 3 pistes pour doter à terme la population d'un vaccin contre le coronavirus. Oui, le ministre des Affaires sociales et de la Santé, Didier Gamerdinger, l'a confirmé hier. Il faut attendre, bien sûr, que le vaccin soit validé par les autorités sanitaires compétentes, mais 3 pistes sont à l'étude. La première est un projet mené par l'OMS et l'Alliance de vaccination. La deuxième est le projet de vaccin AstraZeneca, soutenu par la France, l'Italie, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Serge Tel a annoncé que la Principauté voulait être partie prenante des processus de recherche en cours en Europe. Et la dernière option est le projet de vaccin américain développé par Moderna. Le PDG de ce laboratoire a d'ailleurs été reçu récemment par le prince Albert II. Un vaccin serait espéré pour le premier trimestre 2021. Du sport pour finir ce point info, un jeune espoir français rejoint la Roca Team, Frédéric. Oui, Johan Choupas débarque sur le Rocher en provenance de Pau-Orthez. Ce jeune arrière de 20 ans, international U19, a décroché le bronze avec l'équipe de France lors du dernier championnat du monde 2019 en Grèce. Il était dans le 5 majeur des Bleuets et tourné à 7,6 points, 2,4 rebonds et 2,4 passes en 24 minutes. Athlétique, fort défenseur, Choupas vient pour franchir un palier en principauté avec coach Mitrovic. La Roca Team qui est donc proche de boucler son effectif pour cette nouvelle saison. Merci Frédéric. Parlons à présent d'un sujet sensible et d'actualité, la nuisance due aux chantiers en principauté. Un thème que nous avons déjà abordé avec nos invités tels que Jean-Luc Nguyen ou Albert Croesi. Ce sujet est au cœur des préoccupations du gouvernement princier mais également du Conseil national. Bonsoir Pierre Bardy. Bonsoir Émilie Rousseau. La préservation de la qualité de vie à Monaco est plus que jamais au centre des discussions en ce moment, notamment avec les chantiers en principauté. Tout à fait, c'est véritablement un sujet qui occupe l'intégralité, en tout cas très souvent les débats entre le Conseil national et le gouvernement, que ce soit au cours de nombreuses discussions, notamment au travers de la commission environnement et qualité de vie qui avait été créée pour cette nouvelle mandature, pour que nous puissions, et c'est là le véritable enjeu, notamment préserver la qualité de vie des riverains de la principauté de Monaco. Donc nous sommes particulièrement attentifs à ce sujet-là. Les chantiers, nous en parlons. Est-ce que, selon vous, c'est compliqué, avouez-le, de faire rimer chantier et qualité de vie? Vous savez, aujourd'hui, les chantiers doivent être en réalité gérés, contrôlés, vérifiés par le gouvernement. C'est sa prérogative telle qu'elle est définie par notre Constitution. Et dans ce cadre-là, il est important que le gouvernement exerce son rôle de contrôle, de vérification des chantiers. Et ça en va notamment par les nuisances, contrôle des nuisances, qu'elles soient des nuisances sonores, des nuisances visuelles, mais également le respect des horaires des chantiers.
Et à ce titre-là, j'appuie également mon propos en soulignant que les opérateurs doivent eux aussi être professionnels dans leur attitude sur les chantiers. Respect des horaires et en tout cas, j'allais dire, bonne pratique des ouvriers qui viennent à intervenir sur les chantiers. Il ne faut pas oublier qu'à terme, ces travaux offriront des logements supplémentaires pour les nationaux. C'est un réel besoin, hein. C'est en effet un réel besoin. À ce titre-là, je tiens quand même à souligner qu'aujourd'hui, sur les 37 chantiers qu'on dénombre en principauté, seulement 4 verront naissance de logements domaniaux, hein, donc soit à peine 10% des chantiers. Donc en réalité, aujourd'hui, si seulement 10% des chantiers seront destinés à des logements domaniaux, il est forcé de constater que 90% du reste des chantiers sont des chantiers privés ou d'autres opérations qui ne verront pas de logement à terme, quand bien même nous devons être très vigilants et le gouvernement se doit d'être très vigilant sur le contrôle de ces chantiers. On parle de nuisances ensemble. Comment justement les limiter, ces nuisances? Le gouvernement tente de mettre tout en œuvre pour atténuer cela, mais comment trouver un juste équilibre? Alors vous savez, je pense qu'aujourd'hui, il y a 2 piliers sur lesquels on peut s'appuyer. Le premier, c'est le relais de la communication et de l'information. À ce titre, je trouve que la cellule et l'ensemble du Conseil national unanime, la cellule d'information communication qui est aujourd'hui coordonnée par monsieur Albert Croesi est une très bonne chose. Mais nous pouvons encore mieux faire, nous devons encore mieux faire, d'accord? Le gouvernement doit encore mieux faire pour informer, communiquer auprès des riverains. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une vérification, un contrôle, une présence sur le terrain. Il y a uniquement par la présence sur le terrain que nous serons capables de garantir une réduction des nuisances. Et enfin, je tiens quand même à le rajouter, la technologie, les nouvelles technologies, les nouveaux engins de chantier, les bâches acoustiques, toutes ces mesures sont aussi là pour nous permettre de réduire les nuisances. Mais encore une fois, nous devons mieux faire. Monaco a l'ambition et doit mieux faire. Et quelles sont vos solutions alors? Quelles sont les solutions du Conseil national? Vous savez, le Conseil national est pragmatique, il est responsable. Et une des solutions que nous avions mis en avant était le phasage des chantiers, de pouvoir justement dans le temps phaser des opérations privées, des opérations publiques, ce qui aurait permis, ce qui doit permettre de pouvoir justement réduire les nuisances auprès des riverains. La qualité de vie se résume qu'à ces nuisances sonores pour vous, qu'au bruit? Non, pas uniquement aux nuisances sonores. Je mets en avant les nuisances sonores parce que c'est une des nuisances qui revient souvent lorsque nous avons des échanges avec les Avec les riverains, riverains. avec les résidents. Voilà, exactement. Mais il y a aussi la nuisance visuelle, d'accord? Il y a aussi les nuisances liées au trafic. Donc il y a tout un nombre de nuisances sur lesquelles le gouvernement se doit de contrôler non seulement les chantiers en eux-mêmes, mais les alentours des chantiers également. Merci beaucoup Pierre Bardy d'avoir été avec nous pour aborder ce point sur les chantiers et la qualité de vie en principauté. Merci Émilie Rousseau. Le mois de juillet aura permis d'avoir la tendance sur la saison touristique en principauté. Alors certes, aucune comparaison n'est possible avec les chiffres de l'an dernier. La tendance reste encourageante. Cette fin de mois est l'occasion de dresser un premier bilan. Sandrine Nègre s'est rendue au stade nautique Régnier 3 et au musée océanographique pour prendre le pouls. Depuis la réouverture, on a pu accueillir plus de 20 000 personnes sur ce joli site du stade nautique Régnier 3. Alors, c'est une légère diminution par rapport aux autres années, pour deux raisons. D'abord, on n'a pu réouvrir que le 15 juin, et surtout, on a tenu compte, bien entendu, des distanciations sociales, de toutes les mesures de prévention par rapport à la période, et ça nous a légèrement fait diminuer le chiffre global des entrées, mais en revanche, ça nous a permis d'obtenir, et ça c'est quelque chose qui est très récent, le label Monaco Safe. Donc les gens peuvent venir en toute sécurité, je crois qu'ils le savent, et on peut voir que la fréquentation à tout niveau est quasiment identique aux autres années. On a d'abord une belle progression puisqu'on passe d'un taux de remplissage de 26% à quasiment 62%. Donc on a une évolution qui est tout à fait positive. Évidemment, on ne retrouve pas les niveaux de fréquentation de l'année dernière au mois de juillet. Et ce qu'on constate, c'est qu'on a en fait dans les proportions en termes d'origine géographique des inversions. Puisqu'en fait là on a une forte progression de la population qui vient de France, donc des touristes français, et en revanche on a une forte baisse de la partie internationale. Le tourisme à la relance, une bonne nouvelle pour l'économie monégasque.
Ils s'appellent Lilian Thuram, Emmanuel Petit, David Trezeguet ou encore Kylian Mbappé. Ils ont tous un point commun, ils ont été formés à l'AS Monaco. Depuis des décennies, le centre de formation du club de la Principauté s'est forgé une réputation. Il figure parmi les meilleurs centres de formation en France. Pour en parler et parler de la saison à venir, nous sommes avec le directeur de l'académie. Bonsoir Bertrand Roseau. Bonsoir. Après plusieurs mois d'arrêt forcé, vos joueurs sont de retour. Comment s'est passée la reprise? La reprise a été un petit peu plus compliquée que d'habitude du fait de notre fameuse crise sanitaire. Donc, bien sûr, il a fallu barrer à l'essentiel, d'abord la santé des joueurs et puis bien sûr de l'encadrement du personnel. Donc, les tests, une préparation, une reprise progressive et maintenant des contrôles, en étant toujours très vigilant sur les gestes barrières, etc. Vous avez réussi à garder le lien avec eux pendant cette période si particulière, comme vous venez de le dire? Oui, il y a eu deux aspects. Au tout début mars, enfin mi-mars, on va dire, mi-mars, avril, on a commencé à avoir des liens importants au tout départ avec les staffs. Et après, on a décroché au niveau technique. Et après, c'est le staff médical qui a pris le relais pour, bien sûr, avoir des nouvelles à peu près hebdomadaires, voire au quotidien avec tous nos jeunes. Faire passer des informations aussi importantes pendant le Covid, que ce soit pour l'alimentation, le sommeil, les gestes barrières. Enfin, il y a eu beaucoup aussi d'éducation et d'informations données aux jeunes et aux familles pour garder le contact et puis avoir toujours du lien avec eux, tout à fait. Alors, qui dit reprise dit objectif. Quels sont vos objectifs cette saison? Une coupe Gambardella peut-être? Oui, on est un petit peu frustré de la saison dernière, puisque c'est vrai que notre compétition était très très bien embarquée, que ce soit en championnat ou en Gambardella. On avait aussi une belle reprise de notre réserve qui remontait progressivement au tableau après un premier début de saison compliqué. Et puis nos 17 qui faisait une saison trop correcte. Donc c'est vrai que cette année, la priorité reste pour moi, que ce soit la saison dernière ou cette saison, c'est de pouvoir amener des joueurs avec l'équipe professionnelle. Voilà. L'AS Monaco est connu pour son centre de formation. Il figure d'ailleurs dans le top 5 des centres de formation en France. Comment on arrive à conserver ce niveau d'excellence? On peut citer je sais pas, Lilian Thuram peut-être, Thierry Henry, David Oui, Trezeguet. On peut exactement. aller Ça encore plus commence loin en avec parlant de cette émission. Jean-Luc Ettori aussi. Tout à fait. Ouais, donc c'est quand même quelque chose d'historique au niveau du club, qui est très inculqué, qui a été énormément relancé depuis 2 ou 3 ans au niveau de la nouvelle direction du club, que ce soit avec voilà, la direction, président, vice-président, et puis bien sûr la nouvelle direction sportive qui est arrivée, puisqu'il y a eu énormément de moyens qui ont été mis au niveau de la structure, au niveau personnel, au niveau de l'encadrement, on a énormément de personnes. Il faut savoir qu'on est à peu près cette année avec une bonne 70 joueurs pour nos 3 groupes. On a à peu près 60 personnes salariées qui travaillent pour ces joueurs-là au niveau D'accord. de l'académie. C'est Ça énorme. fait limite, C'est énorme. chaque joueur est un cas particulier. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est ma philosophie un petit peu, c'est que le joueur vient à Monaco et le joueur est différent de l'autre, que ce soit par son histoire, par sa culture, par sa situation personnelle, familiale. Donc c'est vrai que le club doit lui apporter ce qu'il a besoin en fonction de ses problèmes et puis bien sûr de le faire avancer le plus loin possible. En plus, on a eu la chance aussi d'avoir maintenant des constructions qui ont été faites. On a une nouvelle structure qui va d'ici peu ouvrir, que La ce soit la diagonale. diagonale. C'est vrai que ça nous amène encore une vraie plus-value au niveau de notre travail. Donc c'est vrai que là, au niveau du club, des efforts ont été faits très conséquents par rapport à notre fonctionnement. Et pour garder ce classement, un des centres de formation où Monaco n'a jamais quitté le top 5 depuis des années et des années. Qu'est-ce qu'il a de si particulier ce nouveau bâtiment? Il se situera à quelques pas du stade Louis II, en face du stade Didier Deschamps à Cap-d'Aille. C'est exactement ça. Il est on va dire, à 200 mètres de Louis II. Ça va nous permettre de recentrer tous nos services, que ce soit la scolarité, la restauration, les staffs techniques, les staffs médicaux. Euh, Tout le monde va être regroupé dans un même site, un même lieu de vie. Et ça va nous permettre, je l'espère, d'être encore plus efficace et proche des joueurs pour leur apporter toutes les solutions et qu'on soit des véritables ressources par rapport à leurs problèmes. Vous venez de dire le mot scolarité, c'est un poids également important dans un centre de formation. Oui, le jeune qui rentre au départ chez nous, il a, on va dire, 3 vrais projets. Et c'est vrai qu'on va dire qu'au départ, on est un sport-études de très haut niveau, d'excellence. Moi, je considère ça plus le centre de formation comme ça qu'un centre de formation de football. On parle plus de sport-études d'excellence, où il faut lier les études avec le sportif. Et ça, c'est vrai que c'est important. On a la chance d'avoir une scolarité qui fonctionne très bien. On a eu, bon, bien sûr, 100% de résultats positifs au niveau des examens pour tous nos effectifs.
On va revenir sur le football, si vous voulez bien. Cela se fait aussi beaucoup dans beaucoup de clubs. Vous pouvez compter sur les anciens de l'AS Monaco pour former les jeunes de l'AS Monaco. Manuel Dos Santos, qui est entraîneur des U17, Gaël Givet, Toto Schillaci, qui a été promu adjoint de David Bechkoura cette année. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir des personnes, des bonnes personnes qui sont motivées, qui ont les diplômes d'entraîneur. Et c'est vrai que la moindre des choses, c'était d'ouvrir les portes pour ces joueurs, ces grands ex-joueurs, hein, qui vont apporter une plus-value énorme pour nos jeunes, hein, par leur expérience de très haut niveau, par aussi leurs compétences. Et c'est vrai que pour nous, ça nous a permis d'étoffer nos staffs et d'avoir des choses vraiment très cohérentes. Et j'aime bien aussi avoir au niveau des staffs euh, différentes vues, des personnes qui arrivent du monde professionnel, des personnes qui arrivent du monde amateur. Ça fait une osmose qui est très intéressante, hein, pour le travail et pour la formation du joueur sur le plan sportif. On espère en tout cas retrouver des joueurs de l'académie bientôt avec, on l'espère, le maillot de l'équipe de France comme Kylian Mbappé qui lui aussi a été formé au club. Oui, Kylian, on n'en a pas parlé parce que bien sûr, c'est tellement le joueur exceptionnel que c'est notre tête d'affiche au niveau de l'Académie de Monaco. Après, on va dire que c'est un ovni par rapport aux autres. Et c'est vrai que se focaliser plutôt sur la réussite des autres et d'avoir ce joueur exceptionnel qui est passé par l'Académie, bon, c'est pour nous une chance extraordinaire. Mais bon, je pense que des Kylian Mbappé, malheureusement, on ne pourra peut-être pas en avoir tous les ans. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Bertrand Roseau. Merci à vous. On passe à présent au point info pratique et on débute avec la qualité de l'air en principauté, Frédéric. Oui, Émilie, chaque jour, vous pouvez consulter sur le site du gouvernement la qualité de l'air à Monaco. Elle s'exprime grâce à un indice global de 0 à 100, calculé sur la base des données recueillies par les 5 stations de mesure de la qualité de l'air opérées par la direction de l'environnement. Aujourd'hui, l'indice est moyen, 55 sur 100, un chiffre que l'on peut expliquer par le pic de chaleur actuel et un air un peu plus chargé en polluants, comme le dioxyde d'azote ou l'ozone. Avec cette forte chaleur, n'oubliez pas de boire de l'eau fréquemment, même quand vous n'avez pas encore la sensation de soif. Une idée visite pour ce week-end, Frédéric, à présent. Oui, à partir du 3 août, Émilie, les visites matinales du casino de Monte-Carlo seront de nouveau ouvertes au public. Les horaires de 10h à 12h30. Les visites s'achèvent à 13h. Toujours place du casino, je vous rappelle que vous pouvez participer au Swing Monte-Carlo, le programme estival de la SBM, avec notamment les Garden Evenings le jeudi soir. Merci Frédéric. Il y a bien d'autres lieux emblématiques à découvrir ou redécouvrir en principauté ce week-end. Nous vous parlions du musée océanographique tout à l'heure. La cathédrale de Monaco accueille également des visiteurs curieux d'en savoir plus sur l'histoire de ce lieu saint. Eh bien, sachez que 3 œuvres présentées à la cathédrale vont être restaurées. Fabien Bonilla et Serge Prémont ont assisté à leur dépose. Regardez. L'opération est délicate, il faut procéder avec minutie, enlever 3 œuvres du XVIe et XVIIe siècle qui sont exposées ici depuis des années et des années. Elles participent au rayonnement de la cathédrale de Monaco, la Vierge au rosaire de l'école italienne ainsi que 2 panneaux peints de 2,60 m sur 1,20 m chacun, une restauration qui au fil du temps était nécessaire. Le bois est un matériau naturel qui travaille en fonction des variations hygrométriques et le décor qui est posé dessus, souvent avec une préparation, bouge. Donc tous ces éléments vivent avec des variations qui créent des fractures, que ce soit dans le bois ou au niveau de la préparation, qui engendrent des soulèvements. Et donc il faut être vigilant à ce moment-là pour pratiquer des refixages et éventuellement, quand il y a des lacunes, ce qui arrive, faire une restauration, donc un comblement et une retouche. La direction des affaires culturelles, au travers de l'Institut du patrimoine, est chargée de la conservation et de la restauration de ces œuvres et de leur mise en valeur. Une mise en valeur n'est possible que si les œuvres sont en bon état et il est indispensable, dans le cadre de cette politique, de mener avec des experts des restaurations et notamment nous avons commencé depuis quelques années à restaurer les tableaux de Bréa. Beaucoup d'ombres planent encore sur l'origine ou les artistes de ces œuvres. Il était question par exemple que ces 2 grands panneaux soient des portes d'orgue. À la dépose, ça ne semble pas si évident. La restauratrice permettra peut-être de faire la lumière sur leurs origines. En attendant, ces œuvres vont partir pour les ateliers de cette spécialiste à la colle sur Louis. Il y en aura pour 4 mois de travail d'orfèvre en quelque sorte, que ce soit la partie peinture ou l'encadrement, pour revenir probablement pour les fêtes de fin d'année, après s'être fait refaire une nouvelle jeunesse.
Sans transition, elles ont fait le buzz sur Internet. Ils ont le rythme dans la peau, un peu moins d'aisance sur l'eau et beaucoup d'imagination. Ces vidéos ont attiré notre attention. Il est l'heure du best-of des réseaux sociaux. On retrouve Frédéric Elion pour les prévisions météo. Comment s'annonce le week-end, Frédéric? Un temps propice pour une sortie en bateau, Émilie, ou une journée à la plage. Un grand soleil, il fera chaud avec 26 degrés déjà dès 9 h du matin et presque 30 degrés en début d'après-midi. Bref, une vraie journée estivale. Côté vent, ce sera le calme plat. L'eau sera par contre à 26 degrés. Le soleil se lèvera à 6h18 pour se coucher à 20h54. Samedi 1er août, nous fêterons les Alphonses. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. On ne change pas les bonnes habitudes. On se quitte en images avec les photos de Michael Alési et Stéphane Dana qui vous emmènent ce soir faire du lèche-vitrine. On se retrouve demain, samedi, pour un nouveau JT, le 1er du mois d'août. À demain sur Monaco Info.